On va s'interroger sur le sujet suivant, l'art peut-il être sans œuvre? Euh, il va falloir évidemment, je pense, s'intéresser au concept d'œuvre, en interroger les limites, et pour cela, il y a toujours deux méthodes, si vous voulez. Soit vous y allez directement, c'est-à-dire que vous essayez de faire une analyse conceptuelle en faisant un effort de définition, en opposant par exemple l'œuvre au savoir et à l'action. Euh, Soit vous allez partir de différents types d'œuvres pour vous demander ce qu'elles ont de commun. Okay. Qu'est-ce qui fait œuvre? Est-ce que une pièce de théâtre est œuvre au même titre qu'une représentation théâtrale, par exemple? Quelle est l'œuvre ici? Est-ce que l'œuvre, c'est le texte, par exemple, du bourgeois gentilhomme, ou est-ce que c'est la représentation théâtrale que vous êtes en train de voir du bourgeois gentilhomme? Est-ce que l'œuvre musicale de Beethoven, c'est l'interprétation, par exemple, que va en faire l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie? Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Est-ce que l'œuvre, par exemple, d'un danseur, c'est l'œuvre du directeur du ballet? Est-ce que c'est l'œuvre du directeur du ballet? Est-ce que c'est l'œuvre du compositeur? Etc. etc. Bref, il va falloir s'interroger sur les contours de ce que c'est qu'une œuvre. Une question que vous pouvez vous demander aussi, alors pour le moment je mets ça en vrac, hein. Est-ce qu'une œuvre c'est toujours un objet? Est-ce que l'œuvre de Balzac ce sont des manuscrits de Balzac, l'objet matériel si vous voulez, ou est-ce qu'en littérature par exemple l'œuvre n'est pas autre chose qu'un artefact, qu'une chose? Dans la danse, c'est encore plus flagrant. Qu'est-ce qui fait œuvre dans la danse? Est-ce que ce sont les indications manuscrites du compositeur, du ballet, ou est-ce que c'est l'exécution? Il me semble que l'une des questions sous-jacentes au sujet euh, est celle de l'interprétation, au fond. C'est autour de ça qu'on tourne depuis le départ. Il y a énormément d'artistes, si vous voulez, en particulier dans le domaine de la musique classique, qui ne laissent pas d'œuvre à proprement parler, parce qu'ils sont des interprètes, et pourtant ce sont des artistes. Les grands violonistes, par exemple, ne laissent pas d'œuvre. Ce sont des interprètes des œuvres de grands compositeurs. Et pourtant, sans eux, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre effective, il n'y a pas d'œuvre vivante. Et il y a tout un domaine de l'art, la musique, le théâtre, la danse, où l'art, en fait, ou plutôt l'œuvre, c'est un passage entre la puissance euh, de l'œuvre écrite à l'actualisation par un interprète. Okay. Est-ce que l'œuvre de Beethoven, c'est la partition, ou est-ce que c'est l'exécution, l'interprétation?
Est-ce que l'œuvre de Molière, c'est le texte ou est-ce que c'est la mise en scène? Donc, il y a tout un domaine de l'art pour lequel le statut de l'œuvre est problématique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'art ou les arts de la scène et de la performance, de manière générale. Si vous voulez, c'est marquant, hein. Vous cherchez Beethoven sur Spotify euh, et vous n'allez jamais trouver la moindre, la moindre composition de Beethoven interprétée par Beethoven. Vous allez toujours trouver des interprétations de l'œuvre de Beethoven. Et du coup, une des questions qui peut se poser, c'est de savoir si certains interprètes, en fait, ne vont pas marquer l'œuvre de leur empreinte. On peut par exemple penser à certaines cantatrices, comme la Calas, qui vont, par leur personnalité, leur virtuosité, déterminer ce que c'est que l'œuvre. On peut penser à certains chefs d'orchestre qui vont marquer l'histoire d'une œuvre. Donc il n'est pas certain, par exemple, que l'interprétation ne soit pas en elle-même une œuvre. Autre point, oui. Ouais. Alors, est-ce que c'est encore l'œuvre? C'est une vraie et excellente question. Je vous recommande de lire un texte que vous allez pouvoir facilement trouver, c'est l'œuvre d'art, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. C'est un texte d'un auteur allemand qui s'appelle Walter Benjamin. Je crois qu'en allemand on dit Walter. Je peux me tromper, mais Walter Benjamin. Et c'est un texte qui parle précisément de cette question. Et que dit Benjamin, de manière très très synthétique et rapide? Benjamin dit le rapport traditionnel du public et de l'artiste à l'œuvre est un rapport sacré. Euh, Autrement dit, on va considérer que la contemplation d'une œuvre d'art ou l'écoute d'un morceau de musique ramène le public et éventuellement l'interprète à l'origine de la création artistique. Autrement dit, quand on est en présence non pas d'une reproduction d'une œuvre de Léonard de Vinci, mais d'une œuvre de Léonard de Vinci directement, en fait, on est ramené au moment où Léonard de Vinci a créé. Okay. Et c'est un rapport sacré parce que il y a effectivement Benjamin compare ça à l'Eucharistie. Il dit bah effectivement il y a une communion en fait du public avec le moment de la création. Okay. Que se passe-t-il lorsque
on va changer complètement de dimension en fait au 19e siècle et au 20e siècle grâce à des mécanismes de reproduction technique de l'œuvre d'art, des reproductions à l'échelle industrielle. Maintenant, on peut voir des cartes postales de la Joconde à peu près partout. On peut numériser l'image de la Joconde, on peut en faire des t-shirts, on peut en faire des posters, etc. etc. Et plus personne, quasiment plus personne ne va au concert tous les jours ou tous les mercredis, toutes les semaines. On prend ses AirPods et on écoute de la musique. Oui. Alors, c'est la question du remake, ça, ou du. Est-ce que c'est. Il y a encore cette idée-là. C'est encore autre chose, ça. Mais l'idée que, par exemple, une chanson de n'importe qui, hein, on va dire des Beatles, hein, pour prendre l'un des groupes pop les plus célèbres du XXe siècle, euh, où est l'œuvre? Où est l'œuvre? Est-ce qu'elle est dans le studio d'Abbey Road où les Beatles ont enregistré pour la première fois la chanson? Est-ce qu'elle est dans toutes les CD, tous les CD, tous les vinyles, tous les fichiers MP3 qui ont été téléchargés des Beatles? Où est l'œuvre? En fait, c'est une question qui n'a plus aucun sens à partir du moment où il y a une reproductibilité technique de l'œuvre d'art. Euh, c'est ce que va dire Benjamin. Benjamin va dire que avant, ce qui faisait la valeur d'une œuvre, c'était son aura, c'est-à-dire son originalité, son caractère originel. Est-ce que je suis face à un vrai Caravage ou à une reproduction ou à une imitation du Caravage? C'est ça qui faisait la valeur d'une œuvre d'art. En fait, le fait que je sois face à l'œuvre authentique. Est-ce que je suis face à une reproduction de l'œuvre d'art? Bah, c'est ce qui fait le caractère dégradé de l'œuvre que j'ai en face de moi. Mais à partir du moment où je vais au cinéma, ou que j'écoute de la musique en fichier MP3, ou que je fais de la photographie, vous vous rendez bien compte que la question de l'originalité, elle se pose plus vraiment, elle ne se pose même pas du tout dans ces termes. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une photographie originale ou originelle? Est-ce que c'est le premier négatif de la photo qui a été prise? Est-ce que c'est le premier tirage de la photo, hein? Qu'est-ce que c'est que la véritable œuvre pour un film qui va être projeté au cinéma dans de multiples salles? Est-ce que c'est l'avant-première? Est-ce que c'est le director's cut? Est-ce que ce sont les films au sens physique du terme? Est-ce que c'est l'objet concret? Non, très clairement. En fait, la question de l'œuvre ici, le critère de l'œuvre et de la valeur de l'œuvre, c'est le fait qu'elle soit accessible à tous au même moment. Et c'est ce que Benjamin va dire, l'œuvre n'est plus sacrée, elle est politique, elle est démocratique, au sens où ce qui va faire la valeur d'une œuvre, c'est son accessibilité et donc sa popularité, le fait qu'elle puisse être facilement reproductible. Ouais. Bah, c'est compliqué à dire, hein, parce que bah oui, mais du coup, faut se demander quel est le bon critère. Quel est le bon critère? Euh, Est-ce que l'œuvre, c'est un objet? Est-ce que c'est vraiment une question qu'il va falloir se poser de manière sérieuse, quoi. Est-ce que c'est la première interprétation d'une partition? Est-ce que c'est la partition? Euh, c'est vraiment une question qui va se poser. Et en plus, elle se pose de manière exacerbée avec les arts qui vont être créés au XXe siècle, à savoir le cinéma et la photographie. Parce que là, la question de savoir quelles sont les limites de l'œuvre n'a plus aucun sens. N'a plus aucun sens.
C'est absurde de considérer, par exemple, que, je ne sais pas moi, pour parler de cinéma, euh, l'œuvre originale, je ne sais pas, de Stanley Kubrick, ce sont les pellicules de film. C'est pas l'objet matériel, si vous voulez, le film. C'est sa projection. Et sa projection, elle peut être faite une fois, deux fois, 1000 fois, 100 000 fois, sous forme de fichiers numériques, sous forme de fichiers, enfin, sous forme de pellicules, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte que une œuvre, c'est pas forcément un objet, c'est pas forcément une chose. Ça peut être une représentation. Autre point qui peut vous intéresser, intéressez-vous au ready-made de Duchamp. Ready-made, prêt, prêt à faire d'une certaine manière, déjà fait. Ready, R-E-A-D-Y, M-A-D-E. On pourrait dire que c'est l'acte fondateur de l'art contemporain. Duchamp va acheter, alors il y a plusieurs histoires de l'origine du ready-made. Duchamp va acheter une pissotière au BHV, et il va appeler ça la fontaine ou l'urinoir. Okay. Où est l'œuvre? Où est l'œuvre? Parce que quand l'urinoir était au BHV, avant que Deschamps l'achète, c'était pas une œuvre d'art. Qu'est-ce qu'il va faire d'un objet qui va être trouvé et acheté par Duchamp et présenté ensuite comme une œuvre? Qu'est-ce qu'il va faire de ce ready-made une œuvre d'art? Ouais. Bah oui, alors c'est exactement ce qu'on pourrait penser, mais est-ce que c'est pas l'artiste en fait qui est simplement l'identité même d'artiste qui fait que tout ce qu'il va faire c'est de l'art? Okay. Alors ça c'est une idée qu'on peut trouver en particulier chez Nietzsche. Nietzsche, dans la généalogie de la morale, section 6 du livre 3, de la morale, généalogie de la morale, grand 3, section 6, vous pouvez le trouver sur Wikisource. Il va dire que l'art n'est pas défini par une œuvre, mais par une activité de l'artiste. Autrement dit, c'est l'artiste qui fait l'art et non pas son œuvre. Ouais. C'est une question qui est insoluble en fait. Parce que, enfin voilà, est-ce que c'est le marché de l'art? Est-ce que c'est la reconnaissance des gens qui vont acheter votre œuvre? Est-ce que c'est la reconnaissance institutionnelle des musées? Ou est-ce que c'est le fait de se proclamer artiste? Moi, j'ai eu le malheur d'avoir quelques ex, ensuite ça m'a vacciné, qui étaient artistes. Et pourquoi est-ce qu'elles étaient artistes? C'est parce qu'elles vivaient comme des artistes. C'est-à-dire qu'elles foutaient rien en gros. Elles étaient artistes parce qu'elles se disaient artistes. Quand je leur demandais, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, elles n'avaient pas produit une seule exposition, elles dessinaient dans un carnet, elles n'avaient rien fait en fait, mais elles se disaient artistes. C'était leur activité en fait vitale que d'être artiste. Okay. C'est un petit peu le problème de l'art contemporain, c'est une des limites de l'art contemporain. Euh, il suffit peut-être de se dire artiste, de se proclamer artiste, pour avoir éventuellement
la reconnaissance d'un certain milieu qui va vous, effectivement, reconnaître le statut d'artiste. Typiquement, je vous recommande de vous intéresser à l'œuvre, si j'ose dire, d'un type qui s'appelle Manzoni, qui va fabriquer en 1961 90 boîtes de conserve remplies de ses excréments. Bon appétit. Et il va dire c'est de l'art, puisque je suis un artiste. Le problème, c'est très intéressant, ça c'est un des problèmes qui occupe beaucoup une de mes amies, qui est conservatrice d'art contemporain. Et justement, ça se conserve mal, la merde dans des boîtes de conserve. Donc comment en fait conserver une œuvre qui s'auto-dégrade en fait très rapidement. Et donc en 1989, il y a un type qui s'appelle Bernard Basile qui va faire une performance artistique qui consiste à ouvrir les boîtes de Manzoni. Et en fait, il va filmer sa performance. Et ce qui est intéressant, c'est que le film de la performance qui consiste à ouvrir ces boîtes va être vendu 2 fois plus cher que l'œuvre de Manzoni. Autrement dit, l'œuvre sur l'œuvre, si on peut dire, de Bernard Basile sur l'œuvre de Manzoni, va avoir plus de valeur que l'œuvre de Manzoni elle-même. Il y a aussi Banksy, et notamment quelque chose qu'il a fait assez récemment, c'est-à-dire des œuvres qui se dégradent volontairement. Et là, ce qui est intéressant, c'est une idée qui serait le but de l'artiste et le but de l'œuvre, c'est de nier la valeur de l'œuvre. C'est d'échapper à une valeur marchande. Autrement dit, l'art retrouverait sa dimension proprement artistique et sacrée en, en détruisant ou en autodétruisant l'œuvre pour échapper à la logique du marché. Donc à mon avis, il y a 3 ou 4 axes sur lesquels vous pouvez travailler pour réfléchir à un problème. Le premier axe, c'est la distinction qu'Aristote va faire, par exemple dans l'éthique à Nicomaque, entre la techné, qui recouvre l'art et la technique, la poiesis, qui recouvre la création artistique, mais pas forcément la création d'artefacts, alors que la poiesis qui recouvre la création artistique, mais pas forcément la création d'artefacts, et la praxis,
qui est du domaine de la performance et de l'action. Donc un travail de distinction entre ces trois notions, à mon avis, serait utile pour se demander ce que c'est que l'art aujourd'hui. Le deuxième axe, ça serait celui de l'interprétation. Où est l'œuvre? Qu'est-ce qui fait œuvre? Alors, Denise a parlé du remix ou du remake. Euh, de manière célèbre, si vous voulez, il y a des remixes de chansons qui sont plus populaires que la chanson elle-même. Il y a des reprises de chansons qui sont plus populaires en fait que la chanson elle-même. Je sais pas, moi, on peut penser à certaines chansons de Chuck Berry, qui est un vieux rocker qui est mort à 99 ans, qui va faire énormément de chansons qui vont devenir des tubes parce qu'elles vont être reprises par Otis Redding, par les Rolling Stones, etc. etc. Il y a Johnny Cash qui va reprendre Depeche Mode, etc., etc. Et il y a surtout, et c'est ça qui est intéressant, des remakes de films qui vont être faits par le même réalisateur, c'est-à-dire le même réalisateur va refaire son propre film. Par exemple, Alfred Hitchcock dans L'homme qui en savait trop. Il y a une version en noir et blanc avec Peter Lorre et une version en couleur avec James Stewart, Doris Day, il me semble. Euh, et très clairement, en fait, il s'agit du même film mais pas du même film. Le premier est à la fois beaucoup plus sombre et beaucoup plus drôle. Le deuxième est beaucoup plus un thriller américain très efficace, un thriller d'action très efficace. Et la question est de savoir quelle est l'œuvre originale au fond. Parce que plus personne, en fait quasiment plus personne, quand il pense à L'homme qui en savait trop, pense au premier film. Autrement dit, le remake a éclipsé l'œuvre originale. Pareil pour La Mouche, qui est un film de je sais plus qui date des années 50, et qui va être remaké, qui va être refait par Cronenberg. Et tout le monde a oublié le premier film. Tout le monde se souvient du Cronenberg, en fait, qui est génial. Autrement dit, une interprétation d'un film peut être plus géniale, si vous voulez, que le film original. Donc voilà. Il y a aussi la question que pose Benjamin, à mon avis. Il y a le problème donc de la personnalité de l'artiste, si vous voulez. Est-ce que l'artiste, c'est celui qui crée une œuvre ou est-ce que l'artiste, c'est celui qui se proclame artiste? Qui vit comme un artiste? Et à ce moment-là, l'art peut se passer effectivement d'œuvre. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont se présenter comme des artistes sans produire véritablement d'œuvre. On peut penser, par exemple, à, je ne sais pas, ce qui est devenu Karl Lagerfeld, par exemple, à la fin de sa vie. Il ne faisait littéralement plus rien, mais son entreprise continuait à produire des trucs by, c'est-à-dire par Karl Lagerfeld. Okay. Lui, il se contentait d'aller à des soirées et il avait des petites mains qui travaillaient pour lui. C'est pas nouveau. Hein. Il y a plein de tableaux de maîtres italiens, si vous voulez, qui n'ont pas été exécutés par eux, mais par leurs élèves.
On peut penser à la manière dont les ateliers d'artistes fonctionnaient à Florence, à la Renaissance. Euh, il est peu certain en fait que les œuvres de Léonard de Vinci aient été entièrement peintes par Léonard de Vinci. Euh, Idem pour des artistes de bande dessinée comme Hugo Pratt ou Hergé. À la fin, ils se contentaient de dessiner euh, les personnages, et tout le reste, les décors, les voitures, etc., c'était d'autres dessinateurs qui le faisaient. Ouais. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, ce qui va faire d'un artiste un artiste, c'est le fait même qu'il se dise artiste. Ok. Alors qu'avant, ce qui faisait d'un artiste un artiste, et non pas un gros raté, c'était la reconnaissance du public, d'une œuvre. Ok. Prenons Van Gogh, par exemple. Van Gogh, de manière très célèbre, il a eu aucun succès de son vivant. Aucun succès. Van Gogh avait de bonnes raisons de penser ne pas être un artiste. En fait. Il y a des lettres qui sont déchirantes à son frère où il dit mais qu'est-ce que je fous est-ce que je suis autre chose qu'un tâcheron est-ce que ce que je fais c'est véritablement de l'art au sens propre, au sens noble du terme? Mais qu'est-ce qui va faire de Van Gogh un artiste au sens traditionnel du terme? Et c'est comme ça que ça marchait jusqu'avant, jusqu'à maintenant. Ce qui va faire de Van Gogh un artiste, c'est qu'il y a des gens qui vont le reconnaître comme tel, mais c'est la postérité en fait qui va faire de ses œuvres des œuvres d'art. Il va y avoir une reconnaissance tardive, mais une reconnaissance tout de même du public. Et c'est ça en fait qui est important. C'est-à-dire que s'il n'avait pas produit une œuvre, il n'aurait rien été. Alors que maintenant, si vous voulez, hein, vous avez des types comme Manzoni qui peuvent mettre leur caca dans des boîtes de conserve, se proclamer artiste. Plus personne ne sait qui c'est Manzoni. Et pourtant, c'était dans les années 80. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 40 ans. Euh, enfin, pardon. L'ouverture, ça a été dans les années 80, c'est les années 60. Okay. C'est une œuvre qui s'auto-dégrade, et pourtant, évidemment, il a eu de son vivant le statut d'artiste. C'était un art totalement détaché du caractère impératif de l'œuvre. On peut penser aussi à ce que Picasso est devenu à la fin de sa vie, c'est-à-dire que Picasso ne faisait plus rien, mais il était encore considéré comme un immense artiste parce qu'il continuait à gribouiller les. Euh, en fait, il payait jamais au restaurant. Ce qu'il faisait, c'est qu'il signait sa nappe. Okay. Et les restaurateurs savaient que la signature de Picasso, en fait, valait beaucoup plus que la valeur du repas qu'il venait de consommer. Il pourrait revendre la nappe en fait qu'avait signé Picasso et que ça vaudrait beaucoup plus en fait que ça. Donc en fait c'est ça qui est dingue, c'est que là Picasso est un artiste parce qu'il est reconnu comme artiste et pas parce qu'il vient de produire une œuvre. Ouais, Eva. Ah bah il y a si vous voulez, il y a une forme de reconnaissance d'un statut qui est totalement usurpé. Ou surtout, en fait, c'est ça l'idée qu'il y a derrière l'urinoir de Duchamp, c'est qu'en fait, l'artiste, s'il est artiste, il n'a pas besoin de produire une œuvre. Tout ce qu'il fera, tous ses gestes seront de l'art. Okay. Euh, le, tout ce que fera l'artiste sera considéré comme de l'art, pardon, alors que ça ne sera pas une œuvre. Euh,
typiquement, de quoi est-ce qu'on se souvient quand on pense à John Lennon et à Serge Gainsbourg? On se souvient peut-être beaucoup plus en fait du fait qu'il soit resté 3 mois sans se laver au lit avec Yoko Ono pour à se laisser pousser les cheveux pour protester contre la guerre au Vietnam. Et pour Gainsbourg, le fait qu'il ait brûlé un billet de 500 francs à la télévision, que pour ses chansons. Ouais. Bah, c'est tout le problème, si vous voulez, du travail sur la distinction entre techné, poiesis et praxis. Euh, on peut considérer qu'ils sont des techniciens. On peut considérer qu'ils sont à la limite des hommes de la praxis, de la pratique, si vous voulez, des hommes d'action, des hommes et des femmes d'action. Mais de là à dire qu'ils laissent une œuvre, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, le... C'est le problème, si vous voulez, de rabattre l'œuvre complètement sur la performance et plus du tout sur l'œuvre. Enfin, plus du tout sur quelque chose qui sera transmis euh, euh, à un patrimoine, si vous voulez, qui pourra faire l'objet d'une reconnaissance ultérieure par un public. Le, on peut penser à Pelé, je sais pas, ou à Roger Federer, ou à Tiger Woods. Euh, bon, après, il y a cette dimension-là aussi. Il y a des gens qui vont revoir les matchs de Pelé parce qu'ils ont été enregistrés, qui vont revoir les matchs de Roger Federer ou les parcours de Tiger Woods. Mais est-ce que ça fait une œuvre d'art, sincèrement? Ouais. Ouais, c'est intéressant. Mais Pasolini est pour le coup, et puis bon, on va dire que les Italiens ont un rapport particulier au football, hein. Mais c'est assez intéressant. Je crois que j'avais fait je sais plus avec qui j'avais parlé de ça, avec quelle classe j'avais parlé de ça. Mais en gros, euh, il y a une dimension de créativité dans le sport, c'est certain. Il y a une dimension noble dans le sport que les Grecs anciens avaient déjà reconnue, si vous voulez, dans l'athlétisme. Euh, c'est d'une certaine manière une forme laïcisée d'héroïsme, le sport, et en particulier le- la dimension athlétique du sport. Mais euh, est-ce que c'est autre chose qu'une performance ou est-ce que c'est une œuvre? C'est ça la question. Non, je suis pas certain que c'est purement subjectif. Est-ce que l'improvisation en jazz, par exemple, c'est une œuvre au même titre qu'une composition? C'est-à-dire une volonté d'ancrer une mélodie dans une permanence, dans une forme qui sera permanente. Je suis pas certain. Je suis pas certain que l'impro en jazz, ça soit la même chose que une œuvre qui sera composée. C'est la différence, si vous voulez, entre praxis et poiesis chez Aristote. Euh, la praxis, elle peut se faire dans l'instant. La poiesis, c'est un travail de longue durée, ce qui n'est pas le cas dans le football, hein. C'est c'est la fulgurance dans le football. C'est pas tiens, je me demande comment je vais construire une œuvre dans le jeu, si vous voulez, qui me caractérisera. C'est très compliqué de parler de ça comme ça. Oui. Poiesis, praxis, techné. Oui. Si, c'est de l'art, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de l'art à partir du moment où Duchamp dit que c'en est. Et Duchamp est un artiste. Ah, alors, pour Aristote, très clairement, c'est pas de l'art, non. Mais pour Nietzsche, si. Ok.
Bah, c'est une vraie question, c'est-à-dire que, la question, c'est la question de l'interprétation, c'est-à-dire, qui fait l'œuvre? Et c'est une question qui peut se poser aussi, pour Aristote. C'est une question qu'on peut poser à Aristote. Hem, est-ce que, heu, est-ce que, il y a un critère qui permet de délimiter totalement ce que c'est qu'une œuvre? Est-ce qu'il y a une bonne interprétation, d'Euripide ou de Sophocle? Ou est-ce que c'est finalement le public qui va décider de ce qui relève de l'art ou pas? Est-ce que une œuvre ne suppose pas toujours une forme d'interprétation de la part du public comme de la part de l'artiste? Alors, ce que va dire par exemple un type qui s'appelle Hans Gadamer. Hans Gadamer va dire que l'œuvre est toujours en fait dans un travail d'interprétation. Et ce que va dire Gadamer, c'est que c'est pas purement subjectif. Vous irez voir, essayez de faire cette recherche. J'ai pas la référence exacte dans Vérité et méthode de Gadamer. Euh, Gadamer va dire que le travail des critiques, il est très important parce que ça permet de rendre vivant l'interprétation de l'œuvre. Et en même temps, ça permet d'arracher l'œuvre au caractère enfin, fumeux, si vous voulez, bohème, bobo, de l'artiste qui va s'auto-proclamer comme artiste. Et là, il y a des critiques qui vont leur dire non, non, en fait, ce que tu fais, c'est nul. C'est pas de l'art. Okay. Donc, dans le jugement esthétique, dans l'interprétation de l'œuvre, il y a une forme, effectivement, de recréation, de reprise de l'œuvre. Oui. Oui, mais en revanche, une œuvre, si vous voulez, c'est quelque chose qui va être reconnu par un public. Je vous recommande d'aller voir aussi du côté d'un roman de Balzac, vous irez voir sur Wikipédia, qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Et c'est l'histoire d'un peintre, je vérifie simplement, qui va peindre toute sa vie un tableau sans jamais l'exposer. Euh, et la question est de savoir si ce tableau est une œuvre. C'est clairement un objet, c'est clairement un artefact, c'est clairement la finalité d'une poiesis, mais qu'est-ce qui va faire d'une œuvre, enfin de cet objet une œuvre? C'est bien la reconnaissance par un public. Alors typiquement, ce qui me fait rire, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un qui m'est cher il n'y a pas longtemps. J'ai eu un prof à Normal Sup qui s'appelle Quentin Meyassou. Quentin Meyassou je finis simplement, est un type qui a écrit une thèse qui a énormément de retentissement sur la contingence et la nécessité. Et le problème, c'est que personne n'a lu cette thèse. Il y a 5 ou 6 types qui ont lu cette thèse. Et pourtant, sa réputation de philosophe vient précisément d'un bouquin que personne n'a jamais lu. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il est prof à la fac. Il a dû écrire 2 bouquins dans sa vie, qui sont bien, mais qui ne sont pas impressionnants. Et tout le monde dit, bah, vous allez voir, un jour il va publier sa thèse, un jour il va publier sa thèse. On verra à quel point c'est un immense philosophe. Sauf que maintenant, c'est un immense philosophe. On pourrait dire ça du chef-d'œuvre inconnu. C'est un immense philosophe dont personne n'a lu véritablement la philosophie.
C'est un petit peu ça le syndrome de l'autoproclamation qu'on peut contester. C'est qu'est-ce qui fait l'artiste? Est-ce que c'est le fait qu'il se proclame artiste ou son œuvre? Moi, j'aurais quand même tendance à penser que c'est son œuvre. Mais ça ne veut pas dire que le public ne participe pas, au contraire en fait, de l'élaboration de l'œuvre. Okay. J'en ai fini, bon courage. Ce qui compte pour moi, c'est que vous réfléchissiez